Salut à tous, salut tout le monde, c'est Data Sport Talk et aujourd'hui on va se poser quelques questions en fait. Dans le football traditionnel, on a tendance souvent à être ébloui par ce qu'on va appeler le volume. On va regarder la feuille de match et on va dire bon, ce joueur-là il a fait 80 passes, celui-là il a dominé le match, lui il a réussi 5 dribbles, enfin bref, il est inarrêtable, tout ça et tout. Et on a assez d'idées reçues par rapport à une data qui est précise quoi en fait. Et ça souvent c'est un piège. Ce piège-là, moi je l'appelle en data, en fait pour moi c'est du bruit, c'est-à-dire pour moi le volume c'est du bruit. Et on va se poser la question en fait, pourquoi le volume il nous ment techniquement? Parce qu'en fait déjà de une, il ignore ce qu'on va appeler le contexte. Un défenseur qui fait par exemple 80 passes latérales à son gardien sans pression, est-ce qu'on peut considérer qu'il a vraiment dominé ou il a juste consommé du temps? Et un attaquant qui lui par exemple va réussir 5 dribbles mais qui a perdu 25 ballons, est-ce qu'on peut dire qu'il est inarrêtable? Donc non, c'est un gouffre pour son équipe parce que si on prend le verre à moitié vide, entre guillemets, on se dira qu'il a offert 25 contres à l'adversaire, enfin possibilité de contre à l'adversaire. Donc qu'est-ce que cela nous apporte en fait? Nous, le but ici, c'est d'essayer de comprendre le danger du fait qu'il ne vient pas de combien un joueur fait des choses, mais de la probabilité qu'il fasse mal quand il touche le ballon. Donc on va vraiment essayer de voir dans cette vidéo, essayer de se concentrer non pas sur le volume, mais sur la qualité des choses qui vont être réalisées par un joueur. Et donc on a un ensemble de data qui vont nous permettre de créer un ratio. Et ce ratio-là va nous permettre de pouvoir évaluer ce qu'on pourrait attendre d'un joueur et voir ce qu'il pourrait nous proposer en fait à cet avenir. Donc voilà, après avoir fait une petite introduction de ce qu'on allait voir, c'est ici qu'intervient le ratio de nous, ce que j'ai nommé plus ou moins, j'ai nommé ça IPR, donc indice de prise de risque. Et à ce ratio-là, en fait, on va lui donner un dénominateur qui est le nombre de ballons touchés, ce qui reste logique forcément. Ici, on va essayer de voir en fait le nombre d'opportunités qui est présente pour chaque joueur et pour chaque ballon que touche un joueur. Donc forcément, on va mettre en dénominateur le nombre de ballons touchés, et en nominateur on va mettre les opportunités qui lui sont présentées. Ici on va essayer de calculer une rentabilité de joueur, c'est-à-dire combien un joueur essaie d'être rentable dans le type d'action qu'il va faire, mais surtout essayer de décrire une cartographie des intentions des joueurs de l'équipe adverse. Parce que en fait, le ratio il change tout dans l'évaluation d'une équipe. Parce que nous, ce ratio-là, par exemple, d'IPR, il va, ce qu'on va appeler révéler une personnalité décisionnelle. Donc, il y aura plus une approche psychologique de la part d'un joueur. En fait, chaque joueur, il y a une barre de chargement mental. Si un joueur, il y a un ratio de risque, par exemple, de 10%, une action risquée toutes les 10 touches, donc, pour nous, c'est un gestionnaire. Il a peur de l'erreur, voilà, il a un ballon sur 10, forcément, il l'utilise pour prendre un risque. Donc, on ne va pas forcément le mettre dans un profil mental de joueur qui est, on va dire, très conquérant ou très enclin à la prise de risque. Par contre, si un joueur a un ratio de 8-50%, donc une action risquée toutes les 2 touches, c'est ce qu'on va appeler un provocateur. C'est un joueur en fait, techniquement, qui s'ennuie s'il tente rien. Donc l'avantage tactique, nous, on joue plus contre un maillot en fait. Ici, on est en train de jouer contre une psychologie de joueur. On n'est plus en train d'attaquer, on n'est plus dans une analyse de match comme on pourrait le voir avec nos yeux, mais on est sur une analyse comportementale du joueur. Et donc, nous, on va essayer de voir et d'établir une cartographie, de savoir qui va paniquer sous la pression, notamment celui qui veut protéger son ratio de passes réussi, et qui va essayer d'avoir une emprise sur nous, notamment par rapport à ses dribbles et à ses opportunités que ce joueur-là essaie de faire. Donc nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire aussi par rapport à ça? On essaie d'imposer ce qu'on va appeler une justice statistique. Donc on va essayer le ratio il va normaliser la comparaison, donc on va essayer d'avoir une justice statistique en normalisant la comparaison. On va pas prendre, comment on peut comparer un latéral qui touche 100 ballons et un attaquant qui en touche 20 en volume brut? Et le latéral il semble techniquement plus important parce qu'il il touche beaucoup plus de ballons, mais avec le ratio on voit pas la même vérité. Et je vais vous dire pourquoi le ratio on voit pas la même vérité. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, nous on va se concentrer sur non pas le volume mais sur la qualité. On va créer donc un ratio qui s'appelle IPR, que j'ai appelé IPR, donc l'indice de prise de risque. Et pour moi c'est une révolution dans ce ratio parce que c'est ce qu'on va appeler nous un détecteur de mensonges. Pourquoi je dis un détecteur de mensonges? Parce qu'en fait ce ratio-là, il va répondre à la question de la rentabilité du joueur et de son intention, et non pas sur ce qu'il crée.
Parce que mon but, c'est pas de savoir s'il a fait 50 000 passes en retrait ou pas. Mon but, c'est de savoir si ces passes-là sont dangereuses, ces passes-là créent quelque chose d'intéressant. Et pourquoi le ratio? Donc pour nous, il change tout. C'est que déjà, il va révéler ce que nous, on va appeler une personnalité décisionnelle de la part du joueur adverse. Donc on va rentrer dans la psychologie, plus précisément du joueur. On va plus ou moins évaluer une première grille de lecture en termes de psychologie pour un joueur. Et on part du principe que chaque joueur, il y a une barre qu'on va appeler une barre de chargement, hein, comme dans Street Fighter, là, quand vous frappez l'autre et que sa barre elle disparaît, un joueur il a la même, mais au niveau mental. Et si un joueur a ce ratio, par exemple, de 10% de risque, ça voudrait dire qu'il prend un risque sur 10 ballons touchés. Donc entre guillemets, comme on l'a dit dans le ratio, il y a un dénominateur donc, qui est le nombre de ballons touchés. Et ensuite, on a un nominateur qui lui représente les opportunités. Donc si un joueur a un risque de 10%, techniquement, on ne peut pas considérer ce joueur-là comme quelqu'un qui a une grande prise de risque. Parce que pour nous, c'est considéré comme un gestionnaire. Il prend un risque sur 10 ballons touchés. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a assez foufou balle au pied. Et à contrario, si on a un joueur, lui, qui prend 50%, donc il y a un ratio, un IPR de 50%, lui, ça voudrait dire qu'il y a une action risquée sur 2. Et donc là, on serait sur un profil provocateur et quelqu'un qui s'ennuie s'il ne tente pas quelque chose. Et donc, dans son aspect psychologique et son approche du match, elle est beaucoup plus mise en avant par rapport à la production de risques qu'il pourrait mettre en place. Donc l'avantage tactique, c'est que déjà de une, on ne joue plus contre un maillot en fait. On joue contre une psychologie. On va essayer de détecter celui qui panique de celui qui ne panique pas sous la pression. On va essayer de voir qui est prêt à s'empaler sur nous, à tenter le tout pour le tout au travers du risque et au travers du nombre de dribbles, des passes risquées ou autres qu'il veut nous mettre en place. Et ce ratio-là, en fait, il fait aussi ce qu'on va appeler nous, il va créer une certaine justice statistique. Pourquoi ? Parce que vous voyez, quand on analyse un ensemble de joueurs, un défenseur, il n'y aura pas forcément les mêmes nombres d'opportunités balle au pied qu'un attaquant et vice-versa. Donc nous, ici, la création de ce ratio, il nous permet de normaliser une comparaison. Et donc, on prend ici un exemple d'un latéral qui va avoir 5 actions dangereuses sur 100 ballons touchés. Donc il aura, lui, 5% de dangerosité techniquement. Donc on va considérer qu'il est passif. Et un attaquant qui, lui, aura 5 actions dangereuses sur 20 ballons touchés, il représentera 25%. Et forcément, pour nous, ça sera comme une arme létale. Donc en fonction du poste, le but à nous, c'est essayer de normaliser la comparaison. Et ça nous permet en fait d'ignorer les joueurs qui font du bruit pour rien. Donc un ensemble de joueurs qui touchent beaucoup de ballons comme des défenseurs ou autres, pour nous concentrer vraiment sur ceux qui font mal et ceux qui ont la plus grande efficacité. Donc vous l'aurez compris, dans l'IPR, on essaye de partir de la donnée à une prédiction comportementale. C'est le point le plus important pour le plan du jeu qu'on va mettre en place. Le ratio, il va essayer de transformer le passé en futur. Même si j'ai travaillé en banque et on disait toujours la même chose aux clients, aucune preuve du passé ne prévaut du futur. Retenez bien ça. Si on sait qu'un joueur comme Augsberg, par exemple, en défense centrale de Strasbourg, il y a un ratio de dribble proche de 0 sur les 10 derniers matchs. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Donc nous, on va considérer ça comme une programmation psychologique de sa part. Donc cela signifie que dans son cerveau, l'option dribble, elle est grisée, comme dans un jeu vidéo. Face au pressing, son cerveau, il va scanner les options. Passe courte, passe longue, dégagement, mais jamais dribble. Forcément, parce que dans le passé, on a une grille de lecture qui est assez claire sur son comportement balle au pied. Qu'est-ce que cela nous apporte ? Ça nous permet de tricher, entre guillemets. Si je sais qu'il ne va pas dribbler par rapport à son ratio, mon attaquant il peut foncer sur lui à pleine vitesse. On peut établir un pressing sans avoir peur forcément d'être éliminé sur un crochet parce qu'il le fait rarement. Et on va gagner 2-3 mètres en plus. On va essayer de remonter le bloc. On va gagner une fraction de seconde pour nous permettre de récupérer soit les deuxièmes ballons ou d'avancer sur lui. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, le passé ne prévaut pas le futur. Par contre, quand on se lève le matin et qu'on adore les fraises, si on voit une fraise, on va la manger, les gars. Même si l'exemple il est pourri, mais c'est un peu l'aspect psychologique de la chose qu'on essaye de voir au travers du comportement sur un terrain pour un footballeur, notamment à Strasbourg. Pour répondre à la question pourquoi on utilise un IPR aujourd'hui, on va essayer de résumer cette philosophie aux joueurs. On peut utiliser cette image en fait, du genre les statistiques classiques, elles comportent les balles tirées, les ratios. Ils nous disent qui tient le pistolet et surtout qui a l'intention de tirer. Parce qu'on part du principe que tous les joueurs dans le terrain ont un flingue. Mais nous, ici, le but dans la data, c'est de savoir quel de ces joueurs qui tient une arme va vraiment tirer et lequel va juste garder ça dans sa poche
en ayant la peur de tirer, en ayant ce problème, cette barrière psychologique de tirer. Et donc nous, ça nous permet en fait d'essayer d'établir des plans d'action concernant notre sécurité à nous en tant qu'équipe et de savoir sur quel côté on risquerait d'être agressé. Donc l'objectif final l'objectif final de cette donnée, j'ai trébuché. C'est surtout d'avoir donné des pistes au coach, de donner des pistes de développement et de lui dire on court pas pour rien, comme on dit, presse pas les faux dangers, parce que techniquement ça sert à concentrer notre énergie. On défend pas pour rien dans le sens où on recule pas face à ceux qui ne savent pas avancer. Et en fait, on concentre 100% de notre agressivité sur ce qu'on va appeler les anomalies statistiques, comme un joueur comme Barco à Strasbourg, on va le montrer au fur et à mesure, qui lui brise les ratios standards. Et c'est là que le contexte entre guillemets, c'est ça le contexte dans lequel on va évoluer. Et nous, on utilise les maths pour courir moins. On n'utilise pas les maths pour courir plus, mais le but, c'est d'utiliser nos maths pour courir moins. Mais pour courir mieux que l'adversaire, pour éviter qu'entre guillemets, on dépense notre énergie bêtement et qu'on se concentre sur, sur une potentialité éventuelle d'une prise de risque de tel ou tel joueur ou de tel endroit et d'avoir un genre de schéma de jeu statistique qui se mettra en place pour analyser le comportement de l'équipe balle au pied, le comportement de chaque joueur et avoir un plan en fonction de chaque zone du terrain pour pouvoir quadriller tout ça. Une fois qu'on a contextualisé ça de manière philosophique et pédagogique, maintenant on va introduire la réalité, donc l'analyse concrète pour le club de Strasbourg. Comme je vous l'ai dit, on travaille au Racing Club de Lens. Ça c'est j'ai plus les mots. Dans la simulation qu'on fait actuellement, donc on travaille au Racing Club de Lens et nous le but ici c'est de donner des billes à l'entraîneur Pierre Sage pour qu'il puisse évaluer le Racing Club de Strasbourg et voir comment nous on pourrait se concentrer, essayer d'avoir une cartographie comportementale de l'équipe de Strasbourg en face de nous. C'est parti. Comme je vous l'ai dit, l'hyper, c'est pas un simple pourcentage. C'est un outil pour modéliser le comportement. Il va quantifier la mentalité d'un joueur en répondant à cette question. Est-ce que ce joueur-là, il est programmé pour gérer ou pour créer ? Si on démarrait avec un petit 1, on pourrait dire pourquoi l'hyper, on utilise les touches. Donc le dénominateur, pourquoi en fait on part du principe que la base de ce calcul-là, il repose sur le nombre de touches qu'un joueur va avoir. Pour nous, c'est l'élément le plus important. Utiliser les touches, il nous permet de normaliser l'analyse. L'avantage de l'hyper, c'est qu'il va éviter un piège statistique. Comme je vous l'ai dit, 10 actions décisives sur 30 touches pour un attaquant, ce n'est pas le même profil que 10 actions décisives pour 90 touches pour un défenseur. Et grâce à ce ratio hyper, donc, on va comprendre la mentalité. Un hyper de 20% chez un défenseur, c'est un audacieux. Tandis qu'un hyper de 20% chez un attaquant, c'est quelqu'un qui est prudent. Donc l'hyper, il nous permet donc d'identifier des profils mentaux, pas des chiffres bruts. Comment, avec l'équipe de Strasbourg, notre hyper il va nous permettre de mesurer le risque. Donc nous, on va prendre le numérateur, donc qui va nous permettre de pouvoir, entre guillemets, classer le risque de l'équipe adverse. Donc l'hyper, il va être décomposé en 3 vecteurs de danger. Le premier vecteur, c'est celui qu'on va appeler le joueur viseur, donc celui qui a les passes, celui qui représente un risque collectif pour nous, mais c'est un joueur qui tente des passes pour casser les lignes ou autre. On a un deuxième vecteur qu'on va appeler nous le perforateur. Donc c'est un joueur qui multiplie beaucoup de courses. Chez nous, il représente donc un risque physique. Et c'est un joueur qui brise des lignes en portant le ballon. Enfin, un troisième vecteur de danger de l'équipe adverse qu'on va essayer de trouver. Nous, on va essayer de trouver le duelliste, donc qui représente le dribble. Chez nous, c'est un risque chaotique, donc de déséquilibre complet, et qui va un joueur qui va chercher à créer le déséquilibre en 1 contre 1, les dribbles et aller au maximum pour essayer de faire en sorte qu'on perde les pédales et qu'on soit mis à genoux tactiquement, mais aussi dans la réflexion de la gestion de l'après-dribble et de notre capacité à se remobiliser après un déséquilibre notoire sur notamment des 1 contre 1. Enfin, le véritable avantage de l'analyse qu'on va faire en place avec Strasbourg, c'est on va analyser la composition de l'hyper. En fait, le secret, techniquement, il n'est pas dans le score de l'hyper final, mais comment il est composé. Je vous explique. On va donner un exemple. Un hyper de 30%, composé à 70% donc du vecteur danger perforateur, c'est ce qu'on va appeler un TGV. Le plan de jeu dicté par cet hyper, c'est de lui couper l'espace.
Parce que forcément, c'est un joueur qui est perforateur, c'est un joueur qui porte la balle souvent. Donc dans son comportement habituel, c'est quelqu'un qui emmène la balle. Donc nous, notre réflexion, forcément, elle s'oriente dans un côté spatial. Donc comment lui empêcher de porter cette balle-là et dans quelle zone et où, même de l'orienter dans une zone qu'on souhaite pour essayer de l'enfermer là-bas et de le bloquer. Un hyper, par exemple, de 30%, composé à 70% de viseur, là, qui est complètement différent donc, du perforateur, c'est un meneur. Donc forcément, chez nous, le plan de jeu, il est dicté par cet hyper et notre but à nous, c'est de couper ces lignes de passe. Donc la conclusion, c'est l'analyse de la composition de notre indice de prise de risque, donc de notre ratio. En fait, il nous dit comment ils sont dangereux. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on crée un ratio en place. Une fois qu'on a mis un ratio en place, si on a 4 ou 5 joueurs à 30%, ça ne veut rien dire. Nous, le but, c'est la composition de l'IPR, donc à quel vecteur il est le plus dangereux, à quel vecteur le joueur se réfère. Et donc, forcément, on va attribuer un pourcentage de danger auquel le joueur se réfère là. Donc, on va lui donner un IPR avec un chiffre qui correspond à son IPR total. Par contre, à l'intérieur de son IPR, on va pouvoir avoir une grille de lecture assez simplifiée de ce joueur-là. Donc c'est très juste dans la partie cartographie parce que on va visualiser entre guillemets la forme globale de notre ennemi, de notre adversaire dans le football, avant de zoomer sur les joueurs. Donc il faut montrer que structurellement, nous, on va essayer d'avoir une vue globale de l'équipe avant de rentrer dans les consignes individuelles. Et donc là, on va mettre en place une visualisation, vous pouvez voir ici, je pense qu'il va apparaître, assez robuste, entre guillemets, de la cartographie qui met en évidence la fracture structurelle de l'équipe de Strasbourg. Donc quand on fait un diagnostic total, donc on remarque que l'hyper il a identifié une faille majeure, donc des profils incompatibles qui dépendent d'un seul homme. Donc on a 3 tiers, bien sûr, comme je vous l'ai dit, donc un tiers de défenseur qui lui, donc un tiers de générateur, un tiers qui fait la transition avec Barco et un autre tiers qui représente lui les attaquants. Donc on a une programmation pour les défenseurs basée entre un hyper entre 10 et 16%. C'est une sécurité absolue comme je vous l'ai dit. Il touche beaucoup de ballons mais il refuse mathématiquement le risque. La preuve en chiffres, c'est Augsberg. Sur 86 ballons touchés, son score de duelliste est de 0,1. C'est un zéro statistique. Et Panicelli, par exemple, son score viseur, son jeu de passe, il est de 0,8 dans le ratio qu'on a mis en place. Donc c'est un gars qui ne participe pas au jeu, il attend le ballon. Donc une traduction sur le terrain, ce n'est pas une supposition, c'est une certitude. Donc Augsberg ne tentera jamais de dribble, que si vous le cadrez, il cherchera forcément la passe en retrait. Jamais il va essayer d'éliminer son attaquant. Dans le tiers 2, c'est Barco, comme je vous l'ai dit. On est sur un hyper à 26,1, c'est l'anomalie, c'est le seul joueur qui combine le volume d'un défenseur en nombre de touches avec la créativité d'un numéro 10. La preuve en chiffres, c'est que son hyper à lui, il est à 26,1, mais dans les 26,1, il est composé de 12,6% perforateur, 8,5% viseur et 1,3% duelliste. Donc si on traduit ça, c'est un système d'exploitation où il est le seul pont capable de faire monter le ballon proprement. Et si Barco s'éteint, forcément Strasbourg, il est coupé en deux. Et enfin, on a le tiers 1. Donc lui, c'est les artificiers avec un groupe qui a un hyper de 35%. C'est ceux qui représentent le plus grand risque de chaos pour nous, structurellement parlant. Ils n'ont pas beaucoup de ballons, mais dès qu'ils ont le ballon, c'est un danger immédiat qui est créé. On va dire, la data, elle va distinguer 2 types de menaces. On a ce qu'on appelle un cas numéro 1 qui vont représenter plus les TGV, donc les porteurs de balles. Et on a un cas numéro 2 qui va représenter plus les solistes, donc les dribbleurs. Comme Morera, 39,5%, c'est un TGV. Pourquoi ? Parce que son hyper à 39,5%, il est complètement déséquilibré. Parce qu'à 70,8% de son risque, c'est ce qu'on va appeler du perforateur. Souvenez-vous les vecteurs qu'on a parlé, on les a classés au nombre de 3. Et là, lui, il a 70% perforateur. Donc on sait que quand il a le ballon, c'est quelqu'un qui va sans cesse provoquer balle au pied et monter. Son viseur, donc sa capacité de passe, elle est forcément faible parce qu'elle a 5,2. Mais voilà, c'est un danger. Et dans le cas numéro 2, lui, de Kendry Paes, qui lui est, on va dire, un hyper à 45,5. Voilà, un risque extrême sur le faible volume. Il cherche le 50-50 en duel. En fait, c'est un mec qui veut le ballon dans les pieds pour éliminer, tout simplement. Donc voilà pour ce qu'on appelle un diagnostic des profils mentaux auxquels on a évalué chez le Racing. Donc nous, forcément, comme on travaille pour Lens, le coach il dit « Ouais, mais Zach, c'est bien beau, donc tu m'as créé un ratio. Ce ratio-là, il m'a permis d'avoir une cartographie comportementale des joueurs. Tu leur as attribué un hyper avec une identité
en fonction des données qui ressortent de leur IPR, donc soit un duelliste, soit un perforateur, soit un gestionnaire balle au pied. Maintenant, nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'on pourrait proposer, bien sûr. Donc moi, n'oubliez pas, on est data analyst. Nous, le but ici, c'est d'analyser des signaux. Donc on va essayer de trouver un signal qui va nous permettre de dire attention, il y a quelque chose d'intéressant. Attention, la structure de l'équipe, elle est différente de ce qui se passe avant. Et nous, on est là pour soulever ces questions-là. Bien sûr, l'analyste vidéo, le tacticien, les entraîneurs sont là, eux, pour travailler sur ces aspects de réponse vis-à-vis de la data. Nous, on pourrait être source de, comment on appelle ça, de propositions, mais notre rôle à nous, il se cantonne à trouver des erreurs éventuelles ou des pistes de réflexion pour les coachs. Bien sûr, parce que Césac, on a aussi un plan de jeu qu'on a mis en place au travers de la data et je vais vous le partager. Je vais vous le partager parce que moi, avec la data ici, j'ai fait mes calculs et savoir comment je pourrais mettre en place une fragmentation de la part de chez Strasbourg, parce qu'oubliez pas, on vous a dit, il y a un bloc d'attaquants et un bloc de défenseurs. Le bloc de défenseurs alimente le bloc attaquant. Le bloc attaquant, la plupart du temps, n'est pas un bloc qui vient demander le ballon, c'est un bloc qui attend la balle. Et donc là, forcément, on a mis une stratégie en place sans ballon. Nous, ici, le but, c'est ce qu'on va appeler... on va essayer d'isoler le cerveau, donc réaliser un faux pressing sur Augsburg. Pourquoi ? Parce que voilà, quand on prend son IPR, on sait qu'il est à 0,1% duelliste, donc il refuse le dribble, c'est notre garantie qu'il n'y aura pas de dribble. Donc nous, le but en fait, c'est que ce mec-là touche un maximum de ballons. Par contre, on va proposer ce qu'on appelle un pressing passif sur lui, où en fait, on va essayer juste de couper ce mec-là. Quand il veut essayer de trouver Barco, comme je vous l'ai dit, Barco qui représente le danger statistique pour nous entre l'attaque et la défense. Et notre but à nous, c'est de placer toujours un défenseur qui coupe les lignes des passes entre Augsburg et Barco. C'est statistiquement prouvé que si Augsburg ne trouve pas Barco, Barco ne peut pas alimenter l'attaque. Et n'oubliez pas que dans le profil comportemental de Strasbourg, Barco est le seul joueur qui fait la navette entre les deux parties. Donc nous ici, on va essayer d'étouffer Barco. On va essayer de faire en sorte, entre guillemets, qu'il soit harcelé. Et on va faire en sorte que son IPR habituel, qui était de 26%, lui, il tombe à 16%. Comme ça, en fait, sans lui, les attaquants, ils seront orphelins de pouvoir faire ça. Après, bien sûr, on a ce qu'on va appeler la gestion des duels dans le match, parce qu'il n'y a pas que la ligne de passe entre Augsburg et Barco. On a une gestion de duel à la carte qui va être mise en place, comme casser la vitesse de Moreira. Moreira, n'oubliez pas, il y a un score perforateur, donc un IPR déjà assez élevé de 39% et un score perforateur à 70%, donc 18,2, qui est énorme. Son viseur, il est forcément faible. Nous, quand le but, c'est de maintenir Moreira dans un état statique, de ne pas lui permettre de prendre de la vitesse, de ne pas lui permettre d'être toujours dans un jeu porté vers l'avant. Et ça, forcément, en fait, le fait de le mettre dans un état statique, on va se référer à une autre donnée qui est propre à son IPR, c'est que 70% il est perforateur, mais à 10% il est au niveau des jeux de passe. Donc si on peut se permettre de réduire, d'enlever clairement sa capacité perforatrice, en fait on se retrouve avec un mec qui bouge plus. Pareil pour ce qu'on va appeler nous les attaquants avec la data, donc un IPR proche de 50. Nous, le but ici, c'est de créer une cage autour des attaquants, de faire en sorte qu'on va essayer de multiplier des 2 contre 1 et pas jamais essayer de faire en sorte qu'on se retrouve dans des situations de 1 contre 1, notamment face à Paes et Amo à Meyao, qui sont les joueurs qui ont un hyper dribble beaucoup plus élevé chez Strasbourg, et de faire en sorte qu'on est toujours sur du 2 contre 1 sur ces joueurs-là et qu'on ne les laisse pas prendre une position préférentielle, parce que s'ils créent du chaos chez nous, dans ce cas-là, il faudra accepter aussi le chaos et puis peut-être essayer de développer un repli défensif beaucoup plus intéressant. Si on fait une synthèse de l'analyse par rapport à Strasbourg au travers donc, de l'IPR que j'ai mis en place, nous, le but, c'est de laisser le ballon aux défenseurs de Strasbourg, bien sûr. Augsburg, qui est statistiquement inoffensif, on va le laisser jouer, mais on va essayer de lui interdire les passes vers Barco. On va essayer d'éteindre Barco au cœur du jeu, parce qu'oubliez pas, c'est un mec qui touche 85 ballons par match à peu près, et si Barco il ne respire pas, forcément Strasbourg il meurt, donc on va être très agressif sur lui, et on va essayer de faire un jeu où on ne met pas de héros en défense, par rapport à Paes ou Moreira avec un hyper à 40%, on va essayer toujours de défendre à 2, et on va respecter leur talent, et tout en essayant de les écraser en nombre. Voilà pour un style d'analyse. Je sais que c'était compliqué, je sais que c'est dur, attention à l'IPR, un ratio, tout ça et tout, en parler en vidéo, c'est très compliqué. Par contre, je tenais à vous le partager avec vous.
Et si vous avez des questions, même ne serait-ce que des remarques ou une volonté que je puisse approfondir en fait les ratios, notamment l'hyper, parce que je m'amuse à faire beaucoup de vidéos sur des ratios, n'hésitez pas à me le dire en vidéo. Ciao, ciao les mecs. Salut, salut.